I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. When love's so hard to find. Your feelings changed like... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Vimont, l'actuel président de Century 21. Nous nous trouvons au sein de la station F pour réaliser cette interview qui sera co-animée avec Marine Kovar, notre présidente. Bonjour à tous. Dans une première partie, nous évoquerons un petit peu votre parcours. On a eu quelques questions des étudiants qui nous ont été posées. Certains sont dans l'immobilier et seraient très intéressés de travailler là-dedans, toujours. Et dans une seconde partie, nous aborderons un petit peu finalement le marché immobilier français et les conséquences positives que cela a eu ces derniers temps sur le groupe Century 21. Voilà. Je laisse la parole à Marine. Merci Thibaut pour cette belle introduction. Nous, on a quand même une première question. Pourquoi avoir choisi le milieu de l'immobilier ? Alors c'est un peu complexe. D'abord, bonjour à tous les deux. Moi, j'ai pas mon bac. Je suis même bac -2 pour être précis. Et j'ai fait pas mal de petits métiers. J'ai mis des bouteilles d'eau en rayon, j'ai cordé des raquettes, préparé les skis. Et puis j'ai été maître nageur sauveteur à la piscine de Melun avec Philippe Lucas. Et dans cette piscine, je me disais que les choses allaient changer et que, entre autres, mon corps allait changer. Et je me suis mis en quête d'un nouveau job parce que je pensais qu'il fallait partir quand ça allait bien. Et ça a conduit ma vie, partir ou changer quand ça va bien. Et puis un jour, dans les annonces, à l'époque c'était sur le papier, pour vous c'est un peu irréaliste, mais c'était des journaux dans les annonces immobilières ou les annonces d'emploi. J'ai vu un poste qui était recherchant conseiller immobilier. Et je suis tombé amoureux de ce titre et de ce poste et de ce métier, et donc un peu par hasard, mais l'immobilier on y arrive souvent par hasard et on y reste par passion. Je suis tombé in love de l'immobilier, voilà. C'est une belle histoire. C'est une chouette histoire, oui. Alors justement, du coup, vous avez dû démarrer par une profession un peu commerciale, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez des compétences que vous aviez de manière innée ou ça s'est développé avec le temps, l'âge Le truc, c'est qu'on a tous des compétences cachées. Ouais. Et l'autodidacte que je suis a dû développer, un peu comme un aveugle avec le toucher, mon instinct. Et j'ai appris à faire confiance à mon instinct, à écouter cette petite voix qu'on ne veut pas toujours écouter, parce qu'elle peut être dérangeante ou parce qu'on se dit non, c'est pas possible, c'est trop dangereux, je vais me tromper. Et cette qualité d'autodidacte, je vais le dire comme ça, elle m'a forcé à cultiver ça et à sortir des certitudes. J'ai des convictions, j'ai peu de certitudes. Et si je veux être un peu plus complet dans ma réponse, je dirais qu'à la piscine, qui est un métier qui peut être un métier paraissant comme un peu touristique, le métier de maître nageur, j'ai appris 2 choses qui conduisent ma vie. La première, c'est que j'étais responsable de la vie des gens. Et dans une piscine, il y a des drames malheureusement assez réguliers. Et deuxièmement, j'ai appris à transmettre un savoir, nager, que je maîtrisais sur le bout des doigts, sans dire aux gens, faites comme moi. Parce que ça ne marche pas. Et dans le cadre de métiers où on transmet le management par exemple, le fait comme moi, regardez-moi faire, c'est assez limité. Moi, ça m'a imposé de faire comme à la piscine, découper en petits morceaux digestes ce que je savais faire pour que l'autre le comprenne et qu'il puisse le restituer, le faire. Et ensuite, on assemble des morceaux et on devient un nageur. Voilà. Très bien. Et donc justement, vous parlez de toutes ces compétences. Nous, on a un peu revu votre parcours. Est-ce que donc vous avez gardé ces compétences de maître nageur et également dans vos premières expériences dans l'immobilier, est-ce qu'elles vous servent encore en fait dans votre métier aujourd'hui ? Elle guide ma vie, mais après, il faut être une éponge. Où en permanence, on a soif d'apprendre de nouvelles choses de tous les gens qu'on rencontre. Je vais sûrement apprendre avec vous des choses parce que moi je suis curieux et ouvert. J'ai appris avec le digital qu'il fallait réapprendre à se tromper. J'ai appris qu'il fallait oser. Alors j'ai appris après le management, j'ai appris à vendre des maisons, j'ai appris à négocier un prix, j'ai appris, mais parce que j'avais envie d'apprendre. Et l'élément peut-être qui a été le plus spectaculaire dans la révolution digitale, c'est qu'on a de la connaissance au bout des doigts. Mais qu'il faut aussi des gens pour vous expliquer, passer la connaissance, des trieurs d'informations. On n'est plus sachant, ni comme étudiant, ni comme enseignant, ni comme manager. On a accès à tout, mais il faut quand même des gens
qui est les modes d'emploi et qui donne envie de se perfectionner. Donc c'est plus un état d'esprit que d'être une éponge à savoir ou à connaissance, qui est sûrement lié à mon parcours, hein, où j'ai sûrement envie de compenser ce que j'ai pas réussi à faire plus jeune, mais ces compétences, on les acquiert en permanence, quand on a envie de le faire. Et justement, bah, ça répond un peu à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a eu des personnes clés un peu dans votre parcours? Oui, il y a quelques personnes clés et elles ne sont pas nombreuses. Il y a celui qui m'a recruté, qui a été celui qui a créé Sanctuaire Vatin, qui s'appelle Michel Trollet, qui est celui qui a allumé les étoiles, qui m'a donné envie de me dépasser, de me surpasser, de m'améliorer. Et puis il y a eu Hervé Bléry, qui a été celui qui, d'une pierre un peu brute que j'étais, a taillé les angles, arrondi les angles, fait briller les bons côtés et puis atténuer les moins bons, et qui sont deux personnes dans ma vie professionnelle qui ont été déterminantes. Et ensuite Alain Dinin, qui a été le patron de Nexity, qui m'a appris à gérer un business plan, qui m'a appris à faire plus, à faire mieux. Et puis il y a une personne aussi dans ma vie qui est importante, c'est ma femme, voilà, qui est celle qui a une parole libre et qui est celle qui dit les choses même quand elles sont désagréables. Je rate une interview par exemple, la plupart nous diront t'as été bien, elle me dira t'as été mauvais. Et c'est important d'avoir quelques référents, de les écouter et de ne pas être sensible à la parole des autres. À présent, est-ce que vous avez démarré dans l'immobilier jeune, est-ce que vous aviez déjà des ambitions quand vous avez démarré, ou aucune particulièrement? Non, je suis un homme du présent, moi. D'accord. Je vis intensément le présent comme il se présente. J'essaye d'en profiter au maximum, d'optimiser mon temps, de savourer ce que la vie nous propose. J'ai eu beaucoup de chance, mais elle est passée pour beaucoup de gens, on n'est pas l'avoir vu la chance. Et peut-être qu'une des qualités qu'il faut cultiver, c'est de voir passer la chance. Elle passe pour plein de gens, bizarrement, peu nombreux sont ceux qui la voient. Donc moi, j'avais pas d'ambition particulière quand j'ai fait ce métier. J'en avais une, c'est le faire bien. Et dans les postes qu'on m'a confiés, j'ai toujours considéré, même quand je mettais des bouteilles d'eau en rayon, que c'était le poste le plus important de la boîte. Et donc il fallait le faire mieux que n'importe qui. C'est une belle philosophie. Écoutez, ça rend pas malheureux en tout cas. Et justement, pour un peu mieux cerner finalement le métier de président, en quoi ça consiste concrètement? Alors, à présider, et moi j'ai la chance d'avoir fait tous les métiers d'immobilier et tous les métiers de la boîte que je dirige aujourd'hui. Donc je les connais tous au bout des doigts. Je vais vous faire une réponse en deux parties. La première partie, c'est que mon métier consiste à m'entourer de gens qui sont tous plus compétents que moi dans les postes qu'ils ont et que je connais. Ça, mais c'est compliqué à accepter, mais c'est la clé du bonheur. Et deuxièmement, c'est donner le sens, la vision, élaborer la stratégie, gérer la communication, les relations presse, assembler les équipes, enfin c'est un rôle de chef d'orchestre, calmer les quelques luttes intestines, donner du sens à tout le monde et puis être là pour être un peu un phare. Celui qui est un point de repère, celui qui souffle sur les grains de sable quand il y a un petit peu de panique, celui qui va exporter le stress et importer la confiance. Et est-ce que aussi, c'est une question un peu classique qui revient, mais est-ce que vous avez une journée type un peu pour revoir Je serais parti depuis longtemps. Ouais. Non, vous m'avez contacté pour venir faire l'interview, j'ai bougé un agenda, j'ai bougé un rendez-vous, je viens vous voir, je suis content de pouvoir partager, mais non, je fuis les réunions d'une heure, je déteste PowerPoint, j'aime que les gens racontent leur histoire avec leur tripes sans avoir de PowerPoint où ils lisent ce qui est écrit, puisque je sais lire aussi, donc c'est une insulte à mon intelligence que je revendique pas, mais je me dis s'ils ont besoin de me lire ce qui est écrit, c'est qu'ils imaginent que je sais pas lire. Et puis ce matin il y avait une réunion importante, on a pour la 7e année consécutive été élu d'ailleurs, gagné le trophée de la relation client HCG Les Échos, devant Altera, devant BMW, devant Cartier, enfin devant de très belles marques françaises et pas des marques immobilières uniquement. Et donc on a réuni l'ensemble des gens qui géraient la relation client, c'est les 3 filles de l'accueil, c'est le service relation client, c'est le pôle digital, et puis en 1h30 ils ont un débrief complet
de tout ce que avait été noté sur la situation de l'entreprise par HCG. Et ensuite, j'ai remis avec un petit mot des enveloppes, avec un mot personnalisé à chacune et à chacun pour leur montrer comme j'étais fier de ce qu'ils avaient fait, comme chacun avait joué son rôle. Donc voilà, après, je suis allé faire une séance de boxe parce que je fais du sport et la boxe est une partie importante aussi de ma vie. Animé 3 réunions assez courtes, fait un point sur la partie financière, puisque dans le métier de président, il y a aussi les business plans et la partie gestion financière. Et puis je suis monté sur ma moto et je suis venu vous voir. Voilà. C'est une vie remplie. Ouais, Non, c'est une vie riche, variée. Je délègue tout, je vois tout, je veux tout savoir et je contrôle tout. C'est bien. Ouais, c'est bien. Mais le président que je suis, et je pense que ceux qui le sont aussi, ont en commun d'être obsédés par ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, Mm. jour et nuit. Et moi j'ai une obsession, c'est pas devenir Kodak. C'est super important. Et d'être en permanence en train de me demander ce qui va se passer. Lundi, j'ai déjeuné avec Laurent Soli, le patron de Facebook, qui va me faire un bilan. Alors, avec des mots un peu plus simples que ceux qu'on a ici, de ce que sont les métaverses, de ce que c'est que blockchain, bitcoin, NFT, et voilà. Et très clairement aujourd'hui, les gens de ma génération, ils ne comprennent pas 15% de ce qu'on leur raconte. Et je suis sûr que ça aura des conséquences pour mon métier. Donc, il y a cette curiosité, l'éponge que je suis à chaque fois s'active, et donc il y a cette envie de comprendre et donc de rencontrer des gens, vous peut-être aujourd'hui, qui vont m'expliquer avec leurs mots ce que c'est que les NFT, parce que je sais que ça concerne l'art, enfin bref, que c'est virtuel. J'ai vu, je crois que c'est dans les questions qu'il y avait, j'ai rien acheté sur de logement métaverse, mais NFT est un truc qui apparemment a l'air de prendre des proportions incroyables. Donc voilà, curieux en permanence. À présent, on a des questions pour vous de la part des étudiants de Oui. Cage. Donc déjà, est-ce que vous avez un profil type dans les employés de Cage, ceux qui démarrent dans l'immobilier? Est-ce qu'il y en a certains qui sont issus particulièrement de formations particulièrement comme le droit ou le commerce? Quels sont les profils types? Il y a une formule qui dit que 50 droits, tout de travers. Donc, non, il n'y a pas de profil. On a d'ailleurs une campagne de com en ce moment dans Paris, partout en France, on a 11 000 faces, avec une volonté de dire venez. Il n'y a pas de profil chez nous. Et on a passé du temps à étudier les 7000 personnes qui sont dans le réseau. Il y a zéro profil, ni d'âge, ni de sexe, ni de religion, ni de couleur de peau, ni d'études, ni de rien. Donc vous pouvez être de bac-4 à bac+6, c'est pas handicapant. C'est pas un avantage. Il faut avoir envie d'apprendre, avoir envie de servir, avoir envie de servir l'autre, avoir envie d'apprendre et être tenace. Et puis, il y a l'empathie qui est importante. Donc, on est plus sur des comportements que sur des diplômes. Il n'y a pas de profil type chez nous. Ça, on n'a pas vraiment besoin en fait, de faire même une école spécialisée dans l'immobilier, ça ne représente pas un intérêt. Non, alors, si vous allez vers les métiers de la gestion, plus techniques, oui. Mais sur ceux de la transaction, absolument pas, non. D'accord. C'est des compétences qu'on apprend sur le terrain. Il y a les compétences et puis après, il y a les comportements. Oui. Si je devais résumer, je dirais que quand on fait ce métier, si le client voit dans vos yeux son chéquier, il vous fuit. S'il voit son bonheur, il vous suit. Ah oui. Voilà. C'est Et vrai. ça, Oui. ça s'apprend pas dans les manuels. C'est certain. Et on a eu certains étudiants qui avaient un peu qui donnaient l'impression d'hésiter pour se lancer en fait dans les professions immobilières. C'est forcément. C'est le plus beau métier du monde, après sage-femme. Et il y a un débat avec les sages-femmes. Franchement, il faut hésiter, c'est important de réfléchir et avant de se lancer dans le vide. Mais si vous comprenez que vous allez être en charge de réaliser le projet d'une vie, d'être à la fois une épaule, une oreille, ou celui qui résout l'équation difficile du rêve, du projet et du budget, et quand vous arrivez à faire ça et que vous trouvez le petit nid d'amour, mais ça peut être un studio ou un château, c'est pas le sujet, et que quand le client rentre et fait « waouh », vous dites c'est gagné, et que vous savez que ça sera pour quelques années, c'est pas anodin, quoi. Donc, si vous avez le sentiment de vouloir contribuer à un projet incroyable en accompagnant quelqu'un, c'est mieux que vendre des stylos, parce que il
il y a moins de sens. Donc moi, je suis amoureux de ce métier. Je me rappelle de toutes les ventes que j'ai faites, Mm. tous les clients que j'ai aidés à vendre leur maison, parce que ça marque de façon indélébile, quoi. Donc c'est un métier exceptionnel. Encore une fois, je crois que c'est Le Corbusier qui disait le logement, c'est le temple de la famille. C'est sacré. Et donc, à 20-25 ans, on ne s'en rend pas compte. Mais un jour, j'ai fait une expérience dans une formation que j'animais avec un groupe de 25 personnes que je trouvais un petit peu sèche, manquant de chair et de sang. Je leur ai demandé de fermer les yeux à la fin de la journée, il était 18h, et de penser à la chambre de leur enfance. Mais d'y penser intensément. Fermer les yeux, ils ont pensé, ça a duré 3 minutes. Et là, j'ai entendu des gens parler d'odeur, de cheminée, de pain au chocolat, de pain d'épices, et d'eux pleuraient. Parce que la chambre, nos chambres d'enfants, ça nous marque à vie. Mm. Et donc quand on a compris ça et qu'on fait ce métier, on comprend que pour les autres, c'est aussi un élément important. C'est assez gratifiant finalement. Ah oui, je certifie que quand vous arrivez à résoudre l'équation entre le rêve que le client se construit pendant quelques mois et que vous mettez un financement et vous voyez que là, rentre pas. Ça, vous savez, les jeux de gamins, on essaie de rentrer un carré dans un rond. Mm. Ça rentre pas. Un rond dans un carré, ça peut rentrer. Et bien vous allez faire ça. Parce que le budget est toujours inférieur au rêve initial. Et donc vous allez devoir composer, aider, guider, accompagner, faire des concessions et parfois vendre une maison pour un appartement demandé à l'origine. 70% des gens achètent un logement différent de leur demande initiale. Nous allons un petit peu évoquer le marché de l'immobilier Oui. français et du coup, si j'ai bien compris, Century 21 a eu une très belle année en 2021 Oui. avec le Covid qui Oui. n'a pas été un grand problème finalement. Non. Comment vous expliquez ça? Les taux. Les taux assez bas? Les taux bas, et puis le Covid a provoqué des envies de changement, des envies de mieux vivre son logement. Pendant des années, des tas de gens ont choisi, dans les concessions qu'ils ont dû faire, la situation au détriment de la surface. Mm. Pour habiter près de l'emploi, ils choisissaient moins de mètres carrés, mais plus vous êtes près de l'emploi en centre-ville, plus le mètre carré est cher. Et quand on a vécu pendant 2 mois de confinement, dans 70 mètres carrés à 4, on se dit plus jamais ça. Et donc ils sont nombreux à avoir pris un coup et à s'être dit, mais ce que j'ai là, en hypercentre, dans Paris, 70 mètres carrés, 700 000 euros en moyenne. Avec ce même montant de 700 000 euros, si je fais 4 km, j'ai 100 mètres carrés. J'ai une pièce de plus, j'ai un balcon, j'ai une terrasse, j'ai une maison et j'ai un jardin. Et donc il y a eu beaucoup de mouvements qui n'étaient pas des mouvements prévus avant le confinement, de gens qui se sont dit, on veut mieux vivre notre logement. Deuxième élément, les taux bas, ils ont rendu solvable beaucoup d'acquéreurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter avant qu'ils ne baissent. Ils ont enrichi virtuellement le pouvoir d'achat de ceux qui étaient éligibles au crédit. Et puis il y a une quatrième raison, c'est les investisseurs. Les inquiétudes que les Français ont sur leur retraite les a menés à se dire « et la pierre ?» Et en 2021, on a eu 30% de clients qui ont acheté à titre d'investissement. Dans l'ancien, sans aucun avantage fiscal. Avec un objectif qui est de se constituer avec le crédit, remboursé en partie par le locataire, un patrimoine qui leur servira dans 15 ans, ou bien de poire pour la soif, ou bien de rente mensuelle. Et donc, l'immobilier est devenu une forme de lingot d'or. Sauf que le lingot d'or, il faut le payer cash. L'immobilier, on finance avec un crédit. Et puis, si les prix ont monté, il y a un effet levier comme sur un LBO. Et vous faites rembourser une partie du crédit par le locataire. Donc, votre coût marginal, il est relativement faible. Et du coup, est-ce que vous pensez que les résultats qu'on a eus cette année sur le marché immobilier qui sont quand même assez exceptionnels, est-ce que c'est artificiel à cause du Covid ou c'est voué à être là dans le temps? C'est une question qui est très compliquée. Moi, j'ai appris à dire je ne sais pas pendant le Covid. On m'a demandé comment serait le marché, j'ai dit je ne sais pas. Personne depuis 35 ans n'a jamais vécu ça, donc ne me demandez pas à moi. J'ai pas de boule de cristal, le mar de café, j'en ai pas. Donc je ne sais pas dire ce qui va se passer. Et j'ai bien fait parce que tous ceux qui s'est pronostiqués ou hasardés à dire ça baissera de 25-30%, ils sont passés pour des gens ridicules, qui ont raconté n'importe quoi. Sur 2022, si j'avais un pronostic à faire, je dirais que ça sera moins bon que 2021. Pour une raison extrêmement simple. D'abord, tous les projets dont j'ai parlé ont été réalisés. Donc il y en aura beaucoup moins en 2022. Et deuxièmement, les taux
risque de remonter. Pourquoi ? Parce que l'inflation est de retour en France, et en général, quand il y a inflation, il y a hausse des taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt crédit augmentent, il y a moins d'acheteurs solvables, et les solvables sont moins riches, et comme les prix, eux, ont monté, il y a un effet ciseau qui déconnecte le pouvoir d'achat des clients des demandes des vendeurs. Pardon. Donc, il est probable que 2022 soit moins dynamique. Ceci étant, on va remettre les choses dans leur contexte, 1 200 000 ventes, c'est un épisode extraordinaire. 2008-2009, c'est 500 000 ventes. Ah oui. Ouais. D'accord. Là, c'est dur. Ouais. S'il y a 10% de ventes de moins, 20% de ventes de moins, on sera encore dans le million. Donc c'est un marché exceptionnel. Est-ce que vous avez observé une évolution majeure en termes de digitalisation au sein du réseau Century 21 ? Alors, c'est une réponse complexe. On a observé pendant le confinement que le digital ne servait à rien pour acheter ou vendre un logement. Oui. C'est-à-dire que personne n'a acheté ou vendu sans visiter. En revanche, on a mis en place il y a maintenant 8 ans un grand projet qu'on appelle Oxygène, qui a consisté à embarquer dans le système tout ce que le digital avait de positif. Et tout ce qui permettait de faire deux choses, améliorer la relation client et faire gagner du temps aux collaborateurs. Je vais prendre 2-3 exemples tout simples. On a des bases de données avec des acheteurs et des vendeurs. Et avant, il fallait que le collaborateur qui rentrait, ou un vendeur ou un acheteur, fasse le rapprochement entre les deux listes pour voir ce qui pouvait correspondre. Si ce n'est pas fait, dans l'heure où le client est rentré, le logiciel le fait automatiquement et propose au client une sélection de biens. Ça a eu un effet incroyable. C'est-à-dire que le client est plus sans nouvelles de l'agent. Si au bout de 90 jours, il n'y a pas de nouvelles du collaborateur, ça génère un mail de relance auprès du client. Donc on a embarqué dans le système des quick wins qui ont rendu la relation plus digeste et qui nous en prennent prendre conscience qu'on avait en 34 ans des tas de process qui avaient évolué, mais que parfois il y avait des impasses. Et donc on a remis à plat toute la procédure commerciale pour qu'il n'y ait plus d'impasse pour nos clients, et on a développé pour les conseillers des solutions qui permettent d'avoir une application dans le téléphone dans lequel on embarque toute la connaissance de l'agence, dans lequel, au lieu de noter sur un papier crayon ce qu'ils ont comme information sur un secteur, ils le mettent dans le téléphone, ce qui alimente la base de données centrale. Donc il y a eu un vrai travail d'outils. Alors on a réinvesti 8 millions d'euros de résultats dans ce projet. D'accord. Pour mettre à jour le système. Et aujourd'hui, il fonctionne plutôt très très bien. On a dû augmenter nos performances de quasiment 40%. Mais c'est pas le digital. C'est le mariage des deux qui fait la différence. Et vous pouvez tout digitaliser. Si en amont, il n'y a pas quelqu'un qui va sur le terrain rencontrer les clients, rien ne fonctionne. Donc, par exemple, moi, j'ai pas eu de pôle digital. J'ai interdit pendant des années qu'il y ait un pôle digital, considérant que s'il y a un pôle, il y a un silo. Il y a d'un côté les sachants et de l'autre les gens du digital. Et ils ne se parlent pas. Les uns croient savoir pour les autres. Et les autres les prennent pour des idiots. Donc il n'y a pas de pôle digital. Il y a une équipe et Oxygène, c'est volontaire. L'oxygène, c'est présent partout, vital pour tout le monde, mais invisible. C'est vrai. Tout le nom du projet. Et donc on a fait une grosse révolution. Et aujourd'hui, on est arrivé à la période de l'intelligence artificielle avec un système qui nous permet, sur nos bases de données, d'identifier les gens qui vendront dans l'année. Donc finalement, quand même, comme le digital est de plus en plus au cœur de l'immobilier, il y a quand même des compétences qui sont liées à ça. Non, parce qu'on fait des outils très simples. Il y a des compétences au siège pour développer. On a une filiale informatique avec des gens hyper compétents. Mais moi, mon obsession, c'est de réapprendre aux gens à dire bonjour madame, bonjour monsieur, de serrer la main correctement avec un regard direct. Et ensuite d'apprendre à écouter. Bien sûr qu'ils ont des outils, mais on les a fait en pensant à ce que fait Apple. Ce téléphone, il a une caractéristique, c'est le premier téléphone qui a été vendu sans mode d'emploi. Le premier. Tous les autres, vous n'avez pas connu, vous. Les Ericsson et autres Motorola, il y avait un mode d'emploi et un menu. C'était compliqué de rentrer un numéro de téléphone et un nom. Eux, ils ont été les premiers à avoir un outil qui est quand même plutôt très 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 complet, où naturellement, nous on pense nos outils de la même façon. C'est dur, mais on ne peut pas former des conseillers immobiliers aux outils numériques qui ne sont pas simples.
Donc la prise en main, elle est immédiate. Et on les pense pour des gens comme moi qui sont pas issus et pas nés dans le numérique, pour qu'on puisse tous les utiliser. C'est très adapté. Ouais, C'est il faut. plus simple. Il faut. Finalement, est-ce que vous pensez que, vous avez plus ou moins répondu à la question avant, est-ce que vous pensez que les agences du réseau Century 21 sont vouées à disparaître et, entre autres pour les... Je vous l'ai dit, moi, mon obsession, c'est pas devenir Kodak. La tendance du moment, c'est plutôt l'association du physique et du digital. C'est ça. Après, si on bouge pas, on va mourir. Et c'est un proverbe africain qui, quand on part à la guerre, dit si t'avances, tu peux mourir. Si t'avances pas, l'ennemi avance sur toi, il va te tuer. Si tu recules, c'est moi qui te tue. Pourquoi t'avances pas? Ben, nous, on est comme ça. D'accord. On avance, on prend le risque. Et la tendance a priori, c'est d'avoir les deux, quoi. Je pense qu'il est plus facile d'apprivoiser le digital que de disposer d'un réseau de 950 points de vente. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On a choisi de rénover les agences. On a choisi de décider que l'agent immobilier, c'est pas n'importe quel commerçant. C'est un acteur intégré dans la vie de la cité. Regardez le spot, le dernier spot qu'on a lancé avec le Tchèque, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques semaines. Hein. C'est vraiment celui qui sait ce qui s'est passé, qui a la connaissance de ce qui se passe dans la ville. C'est pas un passeur de clés, c'est un passeur d'histoire. Et donc, si on décide d'aller dans cette direction-là, on va rester vivant. Si en revanche on reste assis derrière un bureau à attendre que les gens rentrent, on va mourir. Donc c'est une histoire de choix. Et on pense que on a pris le bon choix. J'ai été moi très impacté par des marques comme Virgin. Je passais sur les Champs-Élysées, j'allais en magasin acheter mes CD à l'époque, et c'est une marque mythique qui était moderne, quoi. Et puis un jour, j'ai un consultant qui m'a expliqué qu'il avait suivi Virgin et que le management disait mais vous et votre internet, vous nous fatiguez. Moi, ça me fait vivre. Et je suis content de vous rencontrer et puis de rencontrer des gens ici. Ici, c'est le futur, quoi. Mais le futur du présent de demain. Vous voyez, c'est pas dans 10 ans qu'il va falloir s'en mettre en cause. Et donc, il faut être capable de prendre des claques, d'écouter des gens qui sont pas du métier, qui vous disent c'est comme ça que nous on consomme, et puis après, d'intégrer ça dans le système. Mais je pense qu'on va rester vivant, oui. En tout cas, on fera en sorte de ne pas cesser mourir. Bien sûr. Et de ne pas laisser les choses arriver sur nous. Quand on a lancé Oxygène, l'entreprise allait bien, était en pleine santé, mais je sentais qu'il y avait un tout petit peu de décroissance. Et c'est quand ça va bien qu'il faut en mettre en cause, pas quand ça va mal. Très bien. Et justement, on parlait un peu de... Enfin, vous parliez de votre rendez-vous avec le président de Facebook. Est-ce que... Enfin, on voulait un peu évoquer le métaverse, parce que, évidemment, ça intéresse donc beaucoup d'étudiants, et puis on est... Vous parliez de claque, mais on est un peu en train de se prendre tous une claque avec toute la technologie blockchain qui est en train de se développer à vitesse grand V actuellement. Et en fait, on se demandait si, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une plateforme qui s'est lancée en septembre 2021 qui s'appelle Next Earth, et donc qui a adopté en fait la technologie blockchain, et donc on peut acheter des biens virtuels. Donc est-ce que vous pensez que c'est un investissement d'avenir, que vous pourriez même vous lancer peut-être là-dedans Peut-être pour spéculer, mais ça ne logera pas les gens. Ah non, malheureusement. Le Web 3.0 et ce qu'on vient de vivre, vous savez, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, personne n'imaginait les conséquences que ça aurait sur la connaissance, l'éducation, la religion. À l'époque, les livres étaient écrits par les moines à la main et peu de gens y avaient accès. Et on racontait ce qu'on voulait. Il ne savait pas ce qu'allait se passer. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais su, les conséquences. Ça va être pareil. Il est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose. Une révolution est en cours, c'est sûr. Après, encore une fois, il va falloir écouter cette génération. Je raconte ça parce que ça illustre un peu ma façon de fonctionner. Dans mon bureau, j'ai installé une machine à café et un distributeur de bonbons Haribo. Vous savez pourquoi? Parce que ce bureau de président, il est maudit. Personne n'ose y rentrer. Personne n'ose rentrer vous déranger. Et les fraises Tagada, les bananes, Bams, et tout ce qui va avec, ça attire la génération des 18-30
qui rentrent dans mon bureau et qui viennent papoter avec moi. C'est un appât pour... C'est un appât, vous avez tout compris. Et comme ils sont là, ils sont bien et on discute et on papote d'un peu tout et de rien. Et ils m'ont formé à Waze. Je ne sais pas si c'était Waze, moi je ne connaissais pas, donc ils m'ont montré comment ça fonctionnait Waze et comment... pas hier, hein, parce que quand même, c'est un petit peu de temps. Et donc il y a cette volonté aussi d'aller chercher chez l'autre de la matière qui n'est pas issue de ma génération. L'image que j'ai en tête, c'est ma maman quand... moi j'ai connu la télé noir et blanc, hein, sans télécommande. Quand il y a eu la couleur à une télécommande, quand elle changeait de chaîne, elle appuyait sur la télécommande et elle vérifiait bien que ce qu'elle avait fait ici avait un effet là-bas. Nous, avec une télécommande, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Elle regardait, vous voyez, elle faisait ça, elle appuyait sur le bouton et elle regardait après. Et donc, je ne suis pas issu de la génération digitale. Et donc, j'ai besoin que ceux qui arrivent, eh ben, ils m'initient, ils me forment, ils cassent mes certitudes pour en faire des convictions et qu'avec eux, ben, on fera des choses qu'on n'aurait pas fait tout seul. Bien sûr. Donc, oui, il y aura des conséquences. J'ai vu qu'Alexandre Bompard avait acheté un terrain pour un supermarché ou un hypermarché il n'y a pas longtemps. Quand Facebook est arrivé, j'étais premier à dire on y va. Oh non, mais attends, voir. Non, là on fera pareil. Parce que plus on est en amont, si ça marche, meilleur on est. Si ça marche pas, on arrête avant les autres. Mais ça redonne, et c'est important pour ceux qui vont créer des boîtes, le droit de se tromper. Il faut, en France, redonner ce droit aux gens. C'est enlever ce tabou autour de... T'as pas fait d'erreur, t'as pas assez essayé. T'as pas fait d'erreur, t'as pas assez essayé. Alors, ne cultivons pas le droit à se tromper tout le temps. Mais admettons sur des trucs comme ça que on teste et puis que ça ne marche pas, quoi. C'est pas grave. Le système scolaire français, il punit ceux qui savent pas. Et il valorise très peu ceux qui savent. Et si on décidait de faire différemment et de laisser à chacun sa chance avec la prise de risque et puis le droit à l'erreur. Ça donne envie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et bon, pour revenir un peu sur... Enfin, tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, sur le côté épargne, en fait. Il y a beaucoup de foyers qui ont eu un peu peur et qui ne savaient plus trop quoi faire avec cette crise. Et est-ce que, donc, justement, ça s'est vraiment ressenti sur les marchés que... en fait, finalement, les personnes se sont mis sur le secteur de l'immobilier en valeur refuge, finalement, investir dans la pierre. Ah ben ça a été spectaculaire. En 2014, on avait un taux d'investisseurs d'à peu près 14%. On est à 30% avec plus de ventes. C'est-à-dire qu'en 2014, il y a environ 800 000 ventes. 2021, il y en a 1,2 million. Donc le pourcentage, il explose. Et l'accès au crédit, au taux bas, a dopé tout ça. Parce que plus les taux sont bas, plus la mensualité est basse. Là où les loyers, on peut bouger. Donc vous avez d'un côté le montant du crédit qui baisse, mais le loyer il ne bouge pas lui. Donc le différentiel entre l'un et l'autre, il est plus faible. Et donc il rend l'accès à l'achat investissement beaucoup plus facile pour beaucoup plus de gens. Donc oui, clairement, il y a eu un effet immobilier pierre. Et puis mars 2020, la bourse explose, s'effondre. Il y a un paquet de gens qui ont perdu de l'argent. Hein. Alors, ça s'est reconstitué. Et puis, il y a eu pendant 2 mois de la non-consommation. Donc, beaucoup d'argent mis de côté. 65 milliards, je crois. D'épargne forcée. Et ça a permis de financer les frais de notaire, l'apport personnel. Donc, l'immobilier, c'est... Alors, je crois que c'est en Belgique qu'on dit qu'on est avec une brique dans le ventre. C'est un peu pareil en France. Est-ce que pendant 3 ans, du coup, vous avez vu les profils des investisseurs évoluer, étant donné que les taux ont baissé, ou vous avez toujours les mêmes personnes qui investissent plus, finalement ? La première famille en CSP, ce sont les retraités. Très bien. La deuxième famille, les cadres moyens. Et la troisième famille, les employés ouvriers. Devant les cadres supérieurs, qui achètent dans le neuf avec avantage fiscal. Les autres ne payant pas d'impôts. Et ça reste quasiment gravé dans le marbre. Donc il n'y a pas de profil type d'investisseur. Il y a même des gens qui sont logés en logements sociaux. D'accord. Locataires. D'accord. Et qui achètent pour mettre en location. Et se faire un patrimoine.
Et justement, sur ces profils types, on voulait un peu revenir sur les jeunes. Mm. Et justement, sur le secteur parisien, on se demandait un peu si, par exemple, investir aujourd'hui à 25 ans dans un bien immobilier à Paris, est-ce que ça relève de l'utopie ou c'est possible? Je pense que c'est de l'utopie. Sauf à être héritier ou héritière. À 10 500 euros du mètre carré, pour en acheter 15, il faut 150 000 euros. Voilà. Peu de jeunes ont ce portefeuille. Ou alors, je suis déconnecté du monde, mais sauf à avoir une donation de ses parents, ce qui est génial, hein, et avoir les revenus qui permettent de financer, parce que l'investissement, il faut supporter son loyer ou son crédit, plus le crédit que vous prenez. 150 000 euros, ça correspond à 750 euros de mensualité. Oui, ouais. Voilà. Il faut gagner donc au minimum 3 fois ça, ce qui doit faire 2250 euros. Et supporter son loyer. Alors si vous êtes logé chez vos parents, que vous avez 3 000 euros de revenus, allez-y, foncez. Après, il faut trouver le logement. Mais moi, je miserais plus sur les communes avec les grandes gares qui vont arriver du Grand Paris, où il y a des potentiels d'évolution. D'accord. Pas trop près de Paris parce que c'est très demandé. Un peu plus loin, il faut prendre les cartes avec les gares qui vont desservir le Grand Paris et puis aller chercher à une quinzaine de kilomètres. Ouais. Et alors, pour revenir sur le Covid, est-ce que vous pensez que les citadins qui ont quitté la ville à cause du confinement ont donné au groupe Century 21 l'opportunité d'avoir beaucoup plus de transactions en province, ou c'est une croissance qui a été globale? C'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'ils ont quitté la ville pour la campagne. Tout à fait. Ils ont fait des sauts de puce, les citadins. Ils sont partis de Paris à Saint-Mandé, Vincennes, Boulogne, Saint-Cloud, à quelques kilomètres. Quelques-uns, mais malheureusement, c'est la presse qui l'a relayé, ce sont des exceptions, sont partis à 100 km, à Chartres, à Chantilly, parce que le télétravail permettait de... Quand le télétravail va être terminé, ça va être compliqué leur vie. Mais c'est pas une généralité. Globalement, dans toutes les grandes villes de France, il y a un mouvement, moi j'appelle saut de puce, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, de gens qui vont effectivement vivre de 3 km. Certainement pas de citadins qui vont cultiver des pommes de terre dans le Larzac ou à 500 bornes de Paris, ça n'existe pas. Enfin, quelques farfelus s'y sont amusés, voilà, risqués. Et on voulait aussi évoquer un sujet. Aujourd'hui, on voit beaucoup de publicité un peu sur la vie de rentier. Enfin, Oui. vous savez, le fameux rentier au bord de la piscine qui nous vante un peu les mérites de sa nouvelle vie grâce à son investissement incroyable, qui lui permet, grâce à ses rentes, de payer ses charges. Mais finalement, est-ce que cette vie de rentier, comme vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est pas une sorte de prison dorée? C'est une pub pour le loto. C'est pas une pub pour le... Enfin, c'est pas de la rente, c'est de l'épargne que vous faites. Et je connais très peu de gens qui ne vivent que de leur rente immobilière. Ils sont mais archi minoritaires. C'est quelque chose qui consiste à se constituer un patrimoine par épargne forcée, parce qu'on n'aurait pas mis de côté l'argent qu'on met dans le crédit, financé en partie par le locataire, mais qui ne permet pas de vivre sans travailler. C'est une blague, c'est une escroquerie intellectuelle. Il n'y a pas de rentier au sens où on l'entend, en tout cas par millions. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont été de leurs parents, de leurs grands-parents ou autre chose. Mais pour vivre correctement sans travailler, comme il faut gagner, et puis quand il n'y a plus de loyer qui tombe parce qu'il y a un départ, parce que, vous faites quoi? Donc non, ça c'est une vue de l'esprit. J'y crois pas du tout. Sauf pour les gagnants du loto, de l'euro million. Enfin, pour terminer sur le groupe Century 21, est-ce que vous avez des objectifs pour 2022 chiffrés ou des lignes directrices? La ligne directrice, avant l'objectif, c'est de faire en sorte que la marque devienne pas ringarde. La marque a 50 ans dans le monde et 34 ans en France. D'accord. Et donc, on a opéré différentes choses. Il y a eu un changement de logo qui a été modernisé. Il y a eu un changement d'enseigne au niveau des agences, un changement de mobilier de vitrine, un changement même de couleur de veste. Il y a eu plein de changements, un nouveau spot TV, et ça donne le là au réseau qui doit se mettre à niveau. Vous n'avez peut-être pas connu, vous, ce qu'a fait Total à une époque. Total, en une nuit, a changé toutes ses pompes à essence. D'accord. Une nuit. Avec un engagement qui était d'avoir un gant en plastique pour le diesel et une raclette en une nuit.
Et ils ont forcé les gens qui avaient ces concessions à se mettre au niveau de la pub. On fait pareil. Et moi, je fonctionne plus au projet qu'aux objectifs. L'objectif, c'est un sous-ensemble du projet. Et sans projet, l'objectif chiffré, il tue les gens. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il devient un élément de lecture purement financier qui fatigue. Mon projet, c'est de faire de cette marque une marque légendaire. Avec une promesse inscrite dans le marbre, offrir à nos clients le meilleur service jamais offert par aucune autre organisation immobilière dans le monde. Et cet engagement-là, il a un avantage, c'est qu'il est vivant. Puisque jamais on ne l'atteindra, les autres nous challengent. Et donc il faut en permanence qu'on se remette en cause et qu'on améliore. On a lancé par exemple un truc qui s'appelle la clé, qui consiste à proposer aux clients une évaluation de leurs biens sur toute la partie plomberie, chauffage, toiture, électricité, ce qui n'existait pas, pour garantir le logement. Donc en permanence, on est en train de chercher à améliorer le service. Terminer sur une note un peu plus légère. Vous aviez plusieurs anecdotes durant l'entretien, mais est-ce que vous auriez... vous disiez que vous souvenez de toutes vos transactions. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui vous marque encore plus que les autres? Oui. Je me suis dit, mais jamais j'aurais imaginé ça. Je reçois un monsieur qui a été chef de gare et qui me dit, je voudrais une maison au calme. Et on trouve une maison en bordure de forêt qu'il visite et il dit, c'est là que j'ai envie de vivre ma vie et de mourir. Prenez votre temps pour mourir, profitez de la maison. Et donc il achète cette maison. Le type revient 8 mois après, il a perdu 15 kilos, il fait une dépression nerveuse. Vous savez pourquoi? Le bruit lui manque. Il ne supporte pas le silence. Et on a en vente une maison avec au bout du jardin la ligne TGV Paris-Marseille qui passe. Je vous jure que c'est vrai. Il a signé tout de suite. Il a signé tout de suite et il m'a remercié 3 mois, 6 mois, 1 an après. Et il y a 2 leçons dans cette histoire. La première, aucun bien n'est invendable. Ça n'existe pas. Après, il y a un rapport offre-demande qui fait qu'il est plus ou moins difficile et surtout rapport qualité-prix. Et deuxièmement, méfiez-vous de ce que les clients demandent à l'origine. Ça peut changer. Voilà l'histoire de l'immobilier. En tout cas en ce qui me concerne. Mais il y en a des milliers d'histoires comme ça. Très bien, écoutez, merci beaucoup Monsieur Vimont pour cette interview. Avec grand plaisir. Et nous espérons... J'étais bavard, je suis désolé. C'est un peu long comme modèle, mais il faudra peut-être couper au montage. Oh, je pense pas. Là, on a du bon contenu. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Et, parlez-moi un peu de vous. Bah écoutez... Nous je laisse... Tu veux... La présidente. La présidente d'abord, voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre association. Notre association, elle existe depuis 1994. Oui. Et là, on est en train vraiment de la redynamiser. Oui. Parce qu'elle a été un peu en essoufflement. Donc, on porte beaucoup de projets. Et là, notamment, c'est notre première interview. D'accord. Donc, on est très content de porter ce projet. Parce qu'en fait, on veut faire découvrir aux étudiants les différents métiers de la finance. D'accord. Ou liés du moins à la finance. Et après, on a notamment, on est en train de lancer là, un salon de la finance. Je ne sais pas si Thibaut vous en avez parlé. Peut-être pas. Non, parce qu'on a échangé par LinkedIn et comme je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, j'ai répondu à son message et j'ai fait confiance et j'ai suivi, voilà. Écoutez, en fait, si vous voulez, le salon de la finance, c'est un salon où on va parler de plusieurs thèmes, dont l'immobilier. D'accord. Pour intéresser les étudiants. Et il y aura donc d'autres intervenants qui parleront à la fois des SCPI, de l'investissement, mais aussi de la crise du logement en France. D'accord. Donc des thèmes qui concernent un petit peu tout le monde, le but étant de vulgariser. Et puis on évoquera aussi d'autres thèmes liés purement à la finance. D'accord. Ce salon a lieu chaque année et on essaie de le faire du mieux qu'on peut en démarrant avec des interviews dans ce cadre-là avec vous. Ça démarre maintenant et ce sera le 29 mars. Ravi d'avoir été le premier. Et d'ailleurs, on pourra, parce que vous vous intéressez au métaverse et au NFT, etc. En fait, maintenant, on a développé, comme il y a vraiment un engouement et qu'on a certains membres, on a un pôle investissement, et on a certains membres qui sont spécialisés un peu dans les crypto-monnaies. D'accord. Et on a lancé un nouveau salon, donc qui est vraiment spécialisé dans la finance décentralisée. D'accord. Donc là, cette année, en octobre 2021, on a pu faire même une galerie NFT dans une des salles de Cage. Donc c'était vraiment sympa. Et j'ai vu qu'Hermès avait fait un procès à un
un artiste, appelons-le comme ça, qui avait pris je crois que c'est un Kelly, ou un Birkin, je crois que c'est un Kelly, et qu'il avait customisé sans l'accord d'Hermès. Ah oui, les droits. C'est vrai que... Mais pour l'instant, j'ai 2-3 copains qui sont assez férus d'art contemporain. Ils me disent que les beaux artistes sont pas dessus encore. Qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour exister, mais que le marché de l'œuvre d'art contemporaine, on va dire un peu haut de gamme, il est pas encore dedans. Bah, disons que je pense que les gens s'intéressent principalement à quelque chose de concret, de palpable. Non, mais quand Banksy va y aller, à mon avis, ça devrait cartonner. Ouais, c'est vrai C'est que- certain. Puis Tant après, qu'il il y n'est a- pas là. Après, Ouais. ça dépend, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect sécurisation qui va Oui. rentrer en compte. Ouais. Donc peut-être que ça va accélérer. Pour l'instant, moi, ça me rappelle une histoire de 98, avant que la bulle n'explose, qui est un monsieur qui rentre chez lui et qui dit: chérie, on avait un chien qui valait 500 000 $, je l'ai échangé contre 2 chats qui valent 300 000 $ chacun. C'est un peu virtuel. Voilà. Ouais. Ouais, pour Alors, l'instant. là, on est dans la période un peu Far West où on teste Exactement. un petit peu et Exactement. ça va se stabiliser. Je pense qu'il y aura des institutions qui vont s'y intéresser pour C'est fédérer. Comme la crypto-monnaie, on a vu avec les banques, la Fed américaine qui Ouais. commence à s'y intéresser. Parce que on risque d'avoir une bulle qui va impacter d'autres secteurs, peut-être immobilier, on ne sait pas. J'ai pas pour l'instant de transactions, en tout cas connaissance de transactions. En crypto-monnaie. Peut-être dans les bureaux, ça s'est fait, en D'accord. crypto-monnaie, mais en habitation, pas encore. Ok. Très bien. Merci Merci à vous. de votre invitation. Tous mes voeux de succès à l'association, et puis Merci. croyez en vos rêves. Merci. C'est la base de la vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos.